Merci beaucoup pour l'introduction. C'est très honoreux. Merci. Et comme Anton a dit, je vais parler ici un peu qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers 24 ans, oui, dans le domaine de technologie de poudre. Et tout le monde connaît les poudres, c'est clair. Si c'est pas la farine ou l'autre chose, cette poudre est partout. Oui. Donc on parle ici. Si on parle de technologie de poudre, c'est la technologie de poudre dans le domaine des matériaux. Donc, à quelle manière les petites particules comme celui-là, on peut utiliser comme un matériau ou peut produire les matériaux. Donc, le contenu de mon... Oui. Donc, alors, oui, je fais comme ça. Ah, il est bloqué. Voilà, les contenus. Première chose, je vais parler des particules. Oui, parce que c'est quoi une particule? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi on peut travailler presque un vie sur ce petit truc? Oui, et l'autre chose, c'est après, je parle de particules à la poudre. Donc, si on a plus que 2 particules, on parle de poudre. Oui. Et après, je parle quand même un peu de technologie. Des poudres, ouvrir à quelle manière on peut utiliser les particules pour arriver à un matériau. Bien sûr, comme je travaille, parler aussi un peu des nanopoudres, quels sont les défis là, parce qu'on a quand même utilisé beaucoup de temps dans ce domaine-là, et on a des experts aussi dans les salles, j'ai vu, qui sont là, qui vont me contrôler, qu'est-ce que je dis là-dessus. Et à la fin, je vais aussi parler un peu de quelques perspectives, après 25 ans et maintenant. On a tous résolu, ça reste comme quelques questions ouvertes. Bon, la particule, c'est rien de spécial, vous voyez ici, ça c'est une particule. Malheureusement, beaucoup de slides, ils sont gris. Parce que les particules sont petites, il faut les microscopes électroniques pour voir. Ça c'est 20 nanomètres, donc ça c'est une particule d'or qui est gris. Dans le domaine de... Et ça, c'est maintenant, on travaille presque 20 années sur cette particule-là. Et pour vous donner un peu le feeling, c'est quoi une petite particule? On utilise très souvent cette image-là, oui, taille. Ça, c'est le rapport. La montre et le ball de tennis, c'est le même rapport que le ball de tennis et les nanoparticules. Donc, oubliez d'imaginer quelque chose. Oui, on ne peut pas. Donc, une nanoparticule est comme ça, pour moi. Voilà. Si je donne le cours, 10 nanomètres, c'est comme ça. Oui. Donc, mais c'est très difficile. J'ai une autre pour faciliter un peu le nombre de nanoparticules, 10 nanomètres, dans 1 gramme de poudre. L'or, je produis un peu l'or, c'est 10 puissance 17. C'est beaucoup. Oui. Pour vous imaginer un peu les nombres d'étoiles, je trouve dans le Wikipédia, le nombre d'étoiles dans notre galaxie, c'est seulement 10 puissance 11. Donc, ça montre un peu le problème, parce qu'on a toujours les gens qui disent « Ah, vous savez, les poudres, on peut maîtriser les poudres parce que où est le problème ?» C'est 10 puissance 17 particules. Et chacun fait ce qu'il veut. Oui. Et avec dans les galaxies, les étoiles, c'est seulement la gravité. C'est simple. Oui. Oui. Je vous montre après, on a un peu plus de force entre ça. J'ai aussi un peu, pour encore faire ça un peu illustrer, là c'est le diamètre des particules, 1 mm, facile à voir, jusqu'à 1 nanomètre. Les surfaces d'1 gramme, encore une fois, or. Oui. Vous voyez, ici, on n'a presque rien. Ici, on a peut-être 30 cm, si c'est 1 micromètre. Une 300 mètres carrés par gramme de particules. Oui, c'est une immense surface pour presque rien. Donc, c'est pour ça que c'est très réactif. Beaucoup plus réactif, par exemple, par gramme, par masse, comme le poudre ici. Oui, on a aussi les nombres par gramme, ça c'est la même chose, je montre. Et ça, c'est aussi intéressant pour après. Le nombre des atomes par particule. Bon, ici on a beaucoup, très beaucoup, ici un peu moins. Ici, dans le domaine de 10 et 1 nanomètre,
on peut compter les atomes par particule. Hein, si je compte les atomes par particule, je suis dans le domaine de mécanique quantique. Donc, si je veux comprendre les propriétés de notre matériau, qui est assez petit, si c'est une particule ou une structure, je dois apprendre mécanique quantique. C'était dur, oui, mais il faut. Hein, oui. Et c'est heureux, on a maintenant les cours dans les matériaux qui donnent une introduction dans la mécanique quantique pour comprendre mieux les matériaux finalement. Oui. Vous voyez, donc on a vraiment les gammes entre volume et dans les domaines ici, on va dans la frontière entre comportement macroscopique et comportement mécanique quantique à expliquer. Je vais vous prendre à présent encore une fois. C'est seulement pas les tailles, c'est aussi la forme. Je vous montre au début, la première image, c'était les particules un peu cubiques. C'est déjà exceptionnel. Normalement, si on parle des particules, tout le monde pense qu'ils sont rondes. Oui, comme celui-là. Oui. Mais ils ne sont jamais vraiment ronds, ils sont aussi facettés. Voyez. Oui, ils sont comme ça, un peu plus longs que épais. Oui, on a des fibres. Tout ça, ce sont les particules. Donc, ce n'est pas seulement la composition, pas seulement les tailles générales, ou la disposition des tailles, encore plus pire, c'est aussi la forme qui joue un rôle. Si j'ai maintenant les particules, et j'ai ici une image que j'utilise très souvent, oui, on a les particules, et j'ai maintenant, par exemple, un changement de taille, donc j'ai un changement de rapport volume-surface. Si j'ai un changement je fais les particules plus petits, je change par exemple les chimies de surface, les réactivités, absorption, réaction catalytique est changée. On change aussi les propriétés thermodynamiques. Oui. Donc, si je change les tailles des particules, on change le point de fusion. Donc, tous vous avez appris à les chers étudiants. Après, j'arrive dans les cours nano, je dis, oubliez tout ce que mes chers collègues disent. Ce n'est pas correct. Oui. Si les particules sont petites, le point de fusion, ce n'est pas un point de fusion, c'est une fonction de taille. Oui. L'énergie de surface, l'équilibre des phases, tout change. Même on a ici un problème presque philosophique, oui, parce que si on utilise la thermodynamique, c'est toujours quelque chose de masse, c'est descriptif de masse. Donc on a une température, un atome n'a pas une température. Oui, on a une énergie de surface, un atome pas une énergie de surface, d'accord? Oui. Donc on est ici aussi dans les domaines où il faut discuter les nouveaux thermodynamiques. À propos des colloïdales, j'arrive à ça, ça c'est tous. Vous connaissez aussi si ça sédimente ou sédimente pas. Les questions des interactions entre les particules changent. Et le comportement biologique aussi. Et donc, si je veux faire un matériau où je veux utiliser les particules, il faut maîtriser tout ça. Si on ne maîtrise pas ça, on ne peut pas faire un matériau. Vous voyez, c'est très large. La même chose maintenant. J'ai dit on peut compter les atomes, donc quelque chose change sur les structures électroniques, mécanique quantique. On change toutes les propriétés physiques. Ouais. Tout est changé. Ouais. Magnétique, électrique, optique, tout ça change. Bien sûr, c'est parce que tout ce qui est chimie, c'est finalement rien d'autre que les interactions avec les électrons. Si les électrons changent leur comportement, ça change aussi les chimies. Oui. Et bien sûr, le comportement biologique, c'est aussi changé. Vous voyez? Donc, de travailler dans les domaines des particules, indépendants. Quelles sont les tailles entre micromètres, qui est normal, oui, ou nanomètres. Ça, c'est toutes les propriétés à maîtriser si je veux faire un matériau. Oui. Et ça, c'est le problème, ils changent. Ils ne sont pas une constante de matériaux, ils sont une fonction de taille, de forme, par exemple. OK. Je vais commencer avec le plus simple. Ça, c'est l'effet quantique, parce que j'espère que ça reste un peu qu'est-ce que vous avez appris dans l'école ou dans le premier semestre. Oui. Ici.
Ça, qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez les atomes. Hein? Les atomes, ils ont les électrons. Chaque électron a son niveau d'énergie. Oui. Hein? C'est bon. Même, on peut modéliser ça. Oui. On a des molécules, hein? Plusieurs atomes ensemble. Vous voyez, on a déjà plusieurs niveaux, hein? Des énergies des atomes, des électrons, pardon. Oui. Hein? Highest occupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital, tout comme ça. Oui. Ça, c'est bien connu. Tout le monde comprend, plus ou moins. On a l'autre côté, la physique du solide, aussi très bien, parce qu'il a aussi expliqué le comportement des matériaux, hein, les métaux, hein, les métaux avec des bandes, valence, bandes, conductance, avec des électrons ici, oui, qui peut y aller dans le bande conductance et faire la conductivité, ou les semi-conducteurs, encore plus importants aujourd'hui, où on a les bandes interdites. Oui. Ça, si c'est beaucoup, très beaucoup des atomes, si j'ai seulement un ou deux atomes, et les nanos avec 30 ou 40 ou 100 atomes, ou peut-être 1000 atomes, ils sont là. Ils ne sont pas des atomes ou des molécules, mais ils ne sont aussi pas des semi-conducteurs avec une bande. Ils ont un comportement différent entre les deux. Et les bandes interdites changent avec les tailles des particules. Et parce que les bandes interdites, les énergies ici dépendent, ou déterminent après les propriétés électriques, propriétés optiques, magnétiques aussi, mais aussi les chimiques. Oui. Donc si je maîtrise les tailles des particules, je maîtrise ici l'énergie des bandes interdites, et avec ça, je maîtrise le comportement des matériaux. Et je peux avoir le nouveau comportement des matériaux qui jamais existe dans les éléments. Hein, on a ici quelque chose qui est neuf, hein, si je maîtrise bien les tailles. J'ai ici un exemple. Oui. Hein, ça, c'est le ZNS sur le 5, dopé avec mangan, avec différentes tailles, bon, avec un traitement aussi thermique. Oui. Et ça, c'est une poudre, vous voyez, c'est une poudre, jolie poudre jaune. Hein, c'est fait par Yvonne et Alke à l'époque. Oui. Et si j'ai après une lumière UV, on a les différentes couleurs. Hein, et les différentes couleurs viennent seulement à cause de l'interaction, parce que les bandes interdisent c'est différemment. Oui. Donc je peux avoir le truc vert, oui, rouge, bleu, hein, toutes les couleurs qui nous intéressent, par exemple, oui, par la fluorescence. Hein, ça, c'est un joli exemple qui montre l'avantage de cette poudre. On a une autre propriété physique qui change avec les tailles. Ça, c'est maintenant les particules d'or, encore une fois, or, oui, qui est toujours encore métallique. Donc, on a encore les électrons là-dedans qui sont libres. Si la lumière arrive, hein, c'est ici, ça c'est la lumière, oui. Donc les longueurs d'onde de lumière, 200, 300, 400, 600 nanomètres, est beaucoup plus longue que les tailles de particules. Et donc, les électrons intérieurs, ils oscillent avec la lumière jusqu'à une résonance. Oui. Et avec ça, je peux utiliser une absorption très spécifique, par exemple, des particules d'or. Oui. Et donc, par exemple, si les particules sont assez petites, hein, je peux absorber la lumière bleue et la lumière qui passe, c'est rouge. Donc, j'ai une or rouge. Si les particules sont plus grandes, j'absorbe le rouge et j'ai quelque chose qui est bleu. Donc, ça nous donne un exemple. Il est aussi là, hein, Lionel Lemaire. Les pauvres qui travaillent là-dessus, quelques années, oui, aussi les autres, parce que c'est un projet avec l'horlogerie, parce qu'on était intéressé de faire une céramique rouge, oui, et pas rouge. Comme ça, tout le monde sait qu'il est un peu plus long dans la Suisse, sur les domaines de matériaux, hein, les céramiques rouges Ferrari, oui, marketing, hein, oui, oui, et donc, on a utilisé les particules. Voilà, ça c'est les particules d'or.
Vous voyez, et c'est rouge, comme je dis. Oui. Ça, c'est les particules d'argent, par exemple. Ça, c'est jaune, le même effet. Il absorbe aussi la lumière contrôlée. Maintenant, il faut placer les particules dans les céramiques. Facile, on mélange. Oui. Après, il faut densifier les céramiques. Oui. Mais la densification des céramiques, c'est en 1400. Point de fusion de l'or de cette taille-là, 900. Hein, ça ne va pas. Si on fait ça, donc on a la disposition d'un liquide, l'or liquide dans les céramiques, et on perd cet effet-là. Donc, ici, ça c'est l'or. Hein, on a fait un enrobage de l'or avec silice, hein, SiO2. Ça change hein, les réactions avec l'interaction avec la lumière, bien sûr. Ça, c'est un détail. Hein. Ici, on a l'or et un silice. Ça peut protéger maintenant les particules. Si c'est même liquide, ça reste là-dedans, on a pensé. Le problème, c'est maintenant, cette silice est poreux. Hein. Et la cristallisation, c'est à 900 degrés. Maintenant, qui est le plus rapide? La cristallisation étanche où l'eau est fondue et diffuse partout. Oui. Et de plus, il faut ajouter, parce que ça change un peu les propriétés optiques, il faut ajouter aussi l'argent. Hein, voilà, c'est encore difficile, parce que malheureusement, dans les petites particules, si j'ai deux éléments, ça ne vient pas homogène, c'est contraire, ça vient inhomogène. Hein, hein. Donc, finalement, on arrive avec beaucoup de boulot, à une jolie couleur. Pour nous, c'est une jolie bordeaux. Oui. Hein, pour les gens de design des montres, c'est un ugly brun. Oui. Oui. Et j'ai juste vu quelques mois, non pas quelques mois, 2 jours après mon retraite, hein, Marianne, envoyez-moi une jolie prospectus de Hublot, oui, oui, avec une rouge. Il dit Ferrari rouge, mais c'est ugly comme ça. Hein? Oui. Oui, il faut dire. Hein? Oui. Donc, et je parle avec un collègue, il est aussi d'accord, c'est pas les Ferrari. Hein? Voilà. Voilà, ça c'est l'idée derrière. C'est pour, c'est une idée. Si j'ai les physiques derrière, je comprends les physiques, je comprends la thermodynamique, je peux faire peut-être quelque chose qui est joli. Oui. Maintenant, l'autre, c'est important, ça c'est le magnétisme. Oui. Et le magnétisme, c'est quelque chose qui est plus pire. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut penser? Donc, tout le monde connaît les aimants, d'accord? Oui, j'ai ici une. Hein? Oui. Oui, si quelqu'un veut jouer, hein, il peut. Hein? Je n'ai pas tout, mais c'est bon. Oui. Ici, j'ai les cartes crédit, je laisse. Oui. Voilà. Ça, c'est les aimants normaux. Si j'utilise exactement les mêmes matériaux, je ne change rien. Hein, les chimies est les mêmes. Mais j'ai diminué les tailles. Hein? Et diminuer les tailles, qu'est-ce qui se passe? Il devient encore plus fort. Hein, encore plus fort. Hein, il devient comme ça, encore plus fort, les aimants. Mais si je diminue les tailles encore vers 30 nanomètres, 20 nanomètres, tout à coup, il perd le magnétisme permanent. Le même matériau est plus un aimant. Même si j'ajoute un champ magnétique extérieur, il revient magnétique. Hein, cette matière n'existe pas dans le volume grand. Hein, cette matière existe seulement dans cette taille-là, 20 nanomètres inférieur. Oui, on parle de superparamagnétiques matériaux. Oui. Et ça, c'est un matériau très intéressant. J'ai ici un diagramme le plus compliqué aujourd'hui. Oui, parce qu'imaginez, vous savez, une particule. Et, bon, hein, ça c'est la direction des magnétismes, hein, des magnétisations des particules. Et maintenant, j'ai éliminé le champ magnétique extérieur, hein, étant cette champ magnétique extérieur, dans cette magnétique-là, il reste. Dans les nanoparticules, non. Hein, il peut tourner. Hein, si je 2, 3, 4, chacun tourne comme il veut. Donc, c'est finalement pas un magnétisme rémanent.
Oui, ou les atomes intérieurs, les moments magnétiques intérieurs des particules changent. Donc ça c'est, vous voyez, un effet qui dépend très fortement de la taille des particules. Ici, le radius des particules, 8, 5, c'est 10 nanomètres, diamètre, 20 nanomètres de diamètre. J'ai ici le temps de réaction en secondes, 10 moins 9. Ici, ça c'est déjà 10 secondes. Et si j'ai 10 moins 9 ou j'ai 10 secondes, c'est quelque chose entre 5 et 12 nanomètres. Donc c'est très très sensible en taille. Oui. Et aussi le mécanisme, si c'est intérieur des particules ou si c'est la rotation des particules. Voilà, c'est très théorique, mais si je connais cette théorie-là, on peut utiliser les particules pour beaucoup de choses. Par exemple, on peut utiliser les particules pour la diagnosis, medical diagnosis, pour le IRM, comme agent de contraste de IRM. Je vous montre. Oui. On peut utiliser ça pour la séparation des cellules. Oui, je peux utiliser ça pour le transport des médicaments. Je peux utiliser ça pour chauffer le corps, les tumeurs. Oui, la même particule, la même taille. Oui, donc on a beaucoup des avantages de ce comportement de particules. Par exemple, ici c'est les particules. On injecte les particules, oui, dont ici intraveineuse. Oui. Après, il va y aller pris par les macrophages et ils sont transportés, par exemple, dans les lymph-nodes. Oui. Ou si les particules sont injectées dans une tumeur ou transportées vers la tumeur, j'applique une géomagnétique alternante et avec ça, les particules commencent à changer le géomagnétique, oui, et il peut chauffer la tumeur. Vous voyez? Donc, on a, et par ce mot pour information, ça c'est déjà utilisé, oui, ça c'est déjà dans les cliniques, cet agent de contraste. Voilà, ici un exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a ici notre superparagnétique iron oxide nanoparticle, on a ici les particules, on a injecté, les chers collègues à Genève, injecté ça dans une rate. Oui, dans les genoux. Et après, ils ont initié une inflammation. Oui. Et après quelques jours, voyez, on voit un contraste supplémentaire qui n'est pas là. Ici, c'est les genoux avec les particules. Ici, les genoux sans particules. Ici, tout ce qui est noir. Ou ici, c'est blanc. Là, on a les nanoparticules. Donc, les particules étaient allées dans l'endroit de inflammation. Oui. À quelle manière? C'est relativement simple. Oui, ici, la même chose. Dans les sondes d'infarcie, on a aussi ici le domaine d'infarcie. Ici, on injecte les particules et ils sont là, là, là. Oui. Donc, on injecte les particules, les macrophages arrivent, mangent les nanoparticules. Les macrophages vont dans les endroits d'inflammation et je transporte les particules avec les agents de contraste vers cet endroit. Oui, ça c'est une méthode. Ça c'est l'exemple de hyperthermie fait avec Olivier Jordan et Eric Tölker, Uni Genève, dans une pharmacie. On travaille encore sur ce sujet-là. Encore là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit ici? On injecte maintenant les nanoparticules avec un polymère dans une tumeur, ici. On contrôle, ils sont où? On applique une géomagnétique alternante bien contrôlée, oui, avec, pour les experts, ici, par exemple, 140 kHz, oui, et ça c'est plus ou moins autour de 12 millitesla. Si vous voulez, comme millitesla, oui. Et maintenant, les particules sont dans les tumeurs. On applique les champs magnétiques extérieurs dans le petit animal et on peut chauffer ici. Et avec ça, on peut tuer les tumeurs ici, dans l'implante.
Et si vous connaissez bien la distribution par CTI, par le CT, si vous connaissez bien le pouvoir de chauffage des particules dans un champ magnétique, vous pouvez même calculer les températures dans votre organe. Et si c'est 41 degrés pendant 20 minutes, peut-être 2-3 fois, et avec ça, on peut vraiment tuer les cancers. Et vous voyez, ici, on a les moitié des souris à survivre ce traitement, même les tumeurs, donc c'est bon. Je reviens à la fin là-dessus, c'est-à-dire, ça c'est joli, mais de cet expériment jusqu'aux cliniques, c'est encore 10 ans, 15 ans pour arriver. Ne faisez pas trop d'espoir là-dessus, et ça fonctionne en principe, mais il faut du temps. Pour diriger, entre guillemets, ça c'est aussi, on dit en anglais, track targeting. Ça c'est pas correct parce que track targeting, c'est rien d'autre qu'on injecte les particules circulaires et l'espoir est qu'il passe les tumeurs où il peut s'accrocher. Voilà. Donc, je vais vous montrer, ce n'est pas les particules simples, ce n'est pas seulement l'inorganique là-dedans, alors on a les particules. Après, il faut un revêtement inorganique, revêtement fonctionnel, pour ajouter des autres particules. Après, il faut une charge utile pour la thérapie, ou imagerie. Après, il faut stabiliser les particules. Après, il faut aussi les bioreculs pour le ciblage. Finalement, ça la clame, finalement, on a 6 à 8 différentes molécules à une particule de 20 nanomètres. Dans ce cas-là, c'était 8 nanomètres. Et le plus grand problème dans le domaine des nanoparticules aujourd'hui, pour beaucoup d'applications, tout cas médicales, c'est la production reproductible. Beaucoup de produits qui sont maintenant ont été sur le marché il y a quelques années sont disparus parce qu'ils ne sont pas capables de produire les nanoparticules reproductibles. Donc, engineering. C'est pas joli d'avoir quelques particules qui sont drôles et utiles. Il faut aussi l'engineering pour la fabrication reproductible. Ça, c'est un appareil, c'est pour montrer. Ça, c'est le réacteur, le petit réacteur. On a fait un réacteur magnétique pour tirer les particules intérieures. Et tout ça, c'est les équipements pour pomper les trucs là-dedans, pour faire une après l'autre, pour arriver à quelque chose plus ou moins reproductible. Voilà. Maintenant, ça c'est les particules, fine. On a maintenant poudre. Comme je dis, on a 2, ou au minimum, oui, peut-être aussi 10 puissance 17. Oui, 1 gramme c'est rien. Oui. Et donc, on a maintenant les interactions. Si vous avez 2 particules dans l'eau, dans cette distance-là, le problème c'est maintenant, on a les différentes forces entre les particules. On a Van der Waals, plus ou moins toujours attractif. On a électrostatique, plus ou moins répulsif. Oui. On a stérique, sinon les éléments, les molécules là-dessus. On a magnétique. On a les forces capillaires si on sèche les trucs. Et gravitation, on peut oublier. Oui, ça n'existe pas. Oui. Vous voyez? Donc, on a quand même des forces à contrôler. Et si vous avez une particule, oui, ça c'est les théories de Desjardins Landau Overbeek, tout le monde accepte cette théorie. Oui, c'est une particule, on a tous les ions autour. Oui, si j'ai comme un nuage, si j'ai 2 particules, le nuage va overlap. Oui, et j'ai ici les forces de répulsion électrostatique. Si je calcule ça, c'est facile à calculer. On a même développé, c'est-à-dire Paul et Robert Flatt, ils ont développé un joli programme, on peut utiliser. Oui, ça montre, basé sur cette théorie-là, que si les particules sont petites, les barrières, c'est la distance entre les particules, ça c'est l'interaction. Les barrières qui font la repulsion entre les particules vont diminuer si les particules sont plus petites. C'est la théorie acceptée. Si j'observe mon joli particule fabriqué par les chers collaborateurs dans le labo, le truc ne fait pas ça. Il reste stable des années. Oui. Donc les nanosuspensions sont stables. Donc il ne suivit pas cette théorie-là.
Et après, on a discuté ça long dans les labos. Et finalement, on a trouvé, ça c'est Vionnet en tout cas au début, que la théorie est correcte, mais il n'est pas applicable dans cette taille-là. Et si on va dans la littérature de base, première littérature c'était les Russes, ou la première transcription, voilà, en anglais, même on trouve là les phrases là-dedans, cette théorie n'est pas valable pour les petites particules. Mais personne n'a lu ça, tout le monde a oublié ça. Oui. Mais la théorie n'est pas valable, donc on ne peut pas appliquer. Pourquoi pas? Parce que si vous avez une petite particule, les ions sont aussi grands. Un ion est par exemple 1,2 nanomètre, une particule est 10 nanomètres. Donc l'ion n'est pas un point, il est un volume. Si je prends ce volume, et aussi Sandra, ils ont calculé comme des fous, pour arriver finalement à une distribution des ions autour des particules, ça c'est normal. Oui. Et maintenant on voit, si j'ai des petites particules, j'ai une dépopulation de une part des anions, voilà, et de co-ions dépopulation dans la surface. Donc j'ai ici une distribution des ions totalement différente. Oui. Donc cette image ici, c'est plus valable. Et donc finalement les particules sont beaucoup plus stables. Oui. Et ça nous aide énormément, voilà, de faire maintenant le matériau, maîtriser les tailles des particules, permet de contrôler les propriétés physiques, maîtriser les interactions entre les particules pour contrôler les propriétés des matériaux, et maîtriser la communication interdisciplinaire pour utiliser tous les besoins, toutes les connaissances. Oui. Et si je fais les trois, je peux maîtriser les matériaux. Un exemple, on fait les revêtements des stents, voilà, qui ont un place ici intérieur atterri. Oui. Donc il veut une boîte, c'est la bibliothèque par exemple. Il est intéressé, ça c'est le titane par exemple, ou un acier. Il veut là-dedans une couche céramique poreux avec une taille que le molécule peut diffuser, contrôler vers l'extérieur pendant 6 mois, une année, et ça c'est le réservoir. Donc il faut faire un réservoir et une couche autour du réservoir avec une porosité contrôlée, nanoparticules. Et parce que c'est céramique, tout le monde pense que c'est rigide, non. Vous pouvez montrer que même vous faites une déformation grave, on n'a pas de fissures visibles. On a de petites fissures, vous ne voyez pas, ils sont nanométriques. Oui. Donc ça tient. C'est un exemple. Notre exemple, voilà, vous voyez, on a une turbine, augmentation, isolation thermique. C'est la même chose. J'ai ici, encore une fois, les particules, parce qu'ils sont petits, j'ai un effet quantique. Le transport de chaleur, qui est le phonon, est moins possible. Donc j'ai fait une isolation, la condition thermique est beaucoup plus faible si les particules sont petites. Oui. On a ici fait une jolie théorie là-dessus, et après on réalisait cette théorie, ou cette couche-là, par une chimie colloïdale. On a les particules là-dessus sur les aubes de turbine, et on peut, par exemple, maintenant diminuer le transport de chaleur, donc on peut augmenter les températures de gaz. Oui. Un autre exemple, c'est arranger les particules à la surface. Oui, on utilise ici le même principe comme dans cette salle-là. Vous avez les chaises. Vous êtes arrivé moins d'ordre, ce n'était pas l'ordre avec lequel vous êtes arrivé ici. Oui. Vous cherchez ici le minimum d'énergie. C'est dans les chaises. Oui, et hop. Et si ces points sont exactement dans une manière ordre, vous êtes ordre là. On peut aussi observer ça dans le ascenseur ici en Lausanne, on a beaucoup. Observer dans le métro. Le premier qui va y aller dans le coin, le deuxième dans ce coin-là, quatrième, troisième là, quatrième là. Après, il arrive ici, et là. Après, il commence à l'intérieur, chacun avec une distance autour. Après, il faut pousser pour diminuer, overcome les barrières. C'est exactement la même chose. On fait ici la même chose. On donne à des particules un joli site pour se déplacer, se placer là-dedans. On fait ici, on attire
les particules ici par le mouvement. Ici, c'était attiré par l'appareil. Oui. Et après, on fait ici la force capillaire, on pousse. Et les particules sont là. Hein? Et après, par exemple, si c'est l'or, encore une fois, pardon. Hein? Par exemple, ici, on a l'interaction, par exemple, avec les électrons dans cette direction-là, et pas dans cette direction-là. Donc ici, dans cette direction-là, ils sont bleus, dans cette direction, ils sont rouges. Ouais. Tout ça, c'est bien sûr aussi lié à des synthèses de particules. Encore une fois, voyez, vous avez vu ici les jolies particules ici. Oui, ça, c'est pas les monocristals. Hein? Ça, c'est les polycristals qui se fabriquaient avec des particules primaires de taille nano, et ils sont arrangés ici hein, de manière ordered. Oui. Comme on fait, on peut expliquer ça comme on fait la cristallisation, mais au lieu d'utiliser les atomes, on utilise les petites particules avec une interaction contrôlée. Avec ça, je peux construire le cube, les autres formes ici, les coussins ou les cylindres. Et pour encore une fois faire pas seulement ça dans le domaine microgrammes, hein, on a aussi développé un réacteur hein, qui bouge, hein, qui tourne. Avec ça, on peut fabriquer aussi des kilos de poudre bien contrôlées, nano ou micrométriques, who cares. Oui. Maintenant, nano, quel défi hein, parce que c'est le problème, problème, ils ne sont pas les molécules. Hein. Donc, on a fait beaucoup là-dessus, sur le domaine de toxicité ou toxicité potentielle des nanoparticules. Et on a un principe là, hein, c'est appliquer le principe de précaution. Oui. Et on a travaillé sur développer une grille hein, de précaution pour les nanomatériaux synthétiques utilisés maintenant par l'Office fédéral de la santé. Oui, et utilisé dans l'industrie pour faire une estimation, première estimation de danger potentiel ou à quelle manière il faut changer le procédé. On a la même chose fait ici pour un NanoSafe 2, arbre de décision ici à l'épithèle, ça est maintenant dans la régulation de l'épithèle, à quelle manière il faut travailler avec des nanoparticules. Quel est le problème avec les nanoparticules? Hein? On ne sait pas si c'est toxique ou non toxique. Oui. On a aussi le grand programme, hein? NFP 64, où Peter Guerre il est ici, qui a essayé de donner une réponse sur cette question-là. Et si on ne sait pas, précaution, il faut travailler comme ça. Hein? Ça, on a installé le premier labo ici à l'EPFL pour travailler correctement et avec nanoparticules. Et quel est le problème? Le problème, c'est que les nanoparticules ne sont pas stables, hein, chimiquement. Oui. Donc, ils agrandissent, hein, parce qu'on a les petits, on a les grands. Donc, on a le well-known hein, mûrissement de Ostwald, hein, qui est important. On a, par exemple, le problème que la solubilité est beaucoup plus grande si les particules sont petites qu'ils sont 2, 3, 4 micromètres. Oui. Donc, la solubilité est beaucoup plus grande, donc le mûrissement d'Ostwald est beaucoup plus fort. Oui. De plus, on a les transports. Hein, les transports, beaucoup de méthodes hein, pour vérifier la toxicité des nanoparticules et sont basées sur la méthode pour déterminer la toxicité des molécules. Une molécule est petite, hein, ça diffuse rapide. Les nanoparticules ne sont pas vraiment petites comme ça, donc elles diffusent beaucoup plus lentes. Oui, et après, s'ils sont un peu plus grands, ils sédimentent. Donc on n'a pas seulement diffusion, on a aussi diffusion et sédimentation. Vous voyez, ça dépend des particules, des densités, tout comme ça. Oui. Donc on a beaucoup de problèmes aujourd'hui de vraiment connaître, de valider ou de connaître la masse des molécules, des particules qui sont en contact avec les sels, par exemple. Et bien sûr, les propriétés biologiques. Si une particule arrive dans une cellule, ça reste à la surface ou ça va rentrer. Et si c'est là-dedans, ça c'est dangereux ou non. Oui. Et de plus, pour faire les choses vraiment intéressantes, oui, on a les particules en contact avec le corps. Ça peut être les poumons, ça peut être avec les sangs, avec les lymphes. Oui.
il forme tout de suite une couronne de protéines. On a les protéines partout et ils absorbent tout de suite à la surface des particules. Donc les cellules ne voient pas les particules, les cellules voient le courant de protéines. Et la composition des courants de protéines est jusqu'à maintenant inconnue. Oui, c'est très difficile. On a beaucoup de measurements. On trouve 150, 300 différentes protéines à la surface des particules, mais je ne sais pas combien c'est sur une seule particule. Oui, et si c'est vraiment toujours la même composition. Bien sûr pas. Oui, et voyez un peu le problème. C'est la biodistribution des nanoparticules. On a fait un expériment aussi avec les champs de Genève. On a les rats. On injecte une particule qui était positive à la surface ou négative à la surface. Vous voyez, si j'injecte les particules qui sont positives, il va tout de suite dans le foie. Oui. Et si c'est par exemple neutre ou négatif, il circule en comptant le sang. Oui. Mais ils circulent dans le sang, mais ils ne sont pas pris par les cellules, mais les rouges, ils sont pris par les cellules. Donc on a un comportement très compliqué in vivo. Et de plus, on a ici un résultat qui montre, il ne faut pas en détail, il faut seulement montrer. Ça c'est par exemple les protéines lesquelles on trouve dans les particules positives, ça c'est dans les négatifs. On a seulement un seul protéine qui sur les particules positives et négatives. In vitro, dans les labos. Si j'injecte les particules dans les rats et je sépare après les particules retour, c'est totalement différent. Totalement différent. Donc le problème c'est maintenant, on ne sommes pas capables aujourd'hui de faire la conclusion in vitro vers in vivo. Oui, je ne peux pas appliquer ça. Donc on a là encore un petit problème à trouver une solution. De plus, la reproductibilité, ce n'est pas très bien dans ce domaine-là. Voilà, vous voyez. Avec ça, je vous montre un peu les manières on travaille, ce n'est pas seulement pour le domaine médical, mais aussi pour l'autre domaine. On a la science des matériaux. Derrière, on a la physique et la chimie, je ne sais pas montre, oui, qui nous donnent toutes les données. Ici, on fait les matériaux. Mais si je veux vraiment quelque chose faire pour application médicale, je dois parler avant avec le medical doctor. Avant je commence ici, je parle avec celui-là, oui, s'il est une fois libre, oui. Je parle avec lui et discuter avec lui quels sont les besoins qu'elle peut accepter. Il doit lui expliquer c'est quoi une nanoparticule, oxyde de fer. Il dit ça c'est rouille, oubliez. Non, j'ai dit non, on peut oublier. Ouais. Donc, après, il faut aussi le medical doctor, le clinical research. Après retour, on va produire les particules, on va parler avec les pharmacies. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire autour? Ouais. Après, il faut y aller vers les molecular biology pour comprendre quelles molécules il faut ajouter pour avoir une réaction, interaction, lesquelles je cherche pour remplir les besoins. Après, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans les cellules. Après, on fait le preclinical research, ça c'est un des premiers essais. On a ici un petit mouton. On a ici injecté dans les genoux. Oui. Et ici, c'est les aimants autour pour garder les nanoparticules magnétiques dans cet endroit-là. Et on fait après ici une gene transfection. Donc, on a fait un transfert de génomique là-dedans. Oui, c'est possible. Mais si ça marche, retour vers le cher collègue ici, oui, c'est la society, il accepte ou non. Health assurance, il paye ou non. L'industrie est capable de produire. Gouvernement, medical agency. Donc, on travaille en même temps, on travaille ici. On a aussi travaillé beaucoup avec les gens ici, oui, pour préparer le terrain lequel il peut finalement accepter qu'est-ce qu'on fait. Oui. Donc c'est très important dans ce domaine-là, pas rester ici en bas. Il faut y aller jusqu'à tous les cercles. Et il faut faire ça plusieurs fois autour pour arriver finalement. OK. Quelles sont les perspectives?
Hein, les perspectives, c'est la technologie des particules et des poudres. Hein, pour moi, c'est un domaine de recherche, un des plus difficiles en sciences des matériaux. Bon, tous mes collègues, c'est la même chose pour son domaine-là, mais ici, c'est vrai. Et voilà. Mais aussi, voilà, ça, les autres ne peuvent pas vraiment toujours dire. Les nouvelles technologies prometteuses dépendent vraiment de ces technologies. Hein? Fabrication additive, impression 3D, cette technologie de poudre pure et dure. D'accord? Oui. Hein? Les batteries, technologie de poudre. Sans ça, vous ne pouvez pas fabriquer une batterie au lithium correctement. Ouais. Traitement de l'eau, photovoltaïque, matériaux de construction, biomatériaux, capteurs, nourriture. Tout ça, c'est technologie de poudre. Ouais. Et dans les questions, si j'ai fait nano, je n'ai pas une réponse même après 15 années de travail sur ce sujet-là. Et les chers collègues qui sont là dans ce domaine-là, ils sont d'accord, on n'a pas encore une réponse claire et nette. Nous sommes sûrs qu'on n'a pas un effet toxique acute à cause des nanoparticules. Parce qu'ils sont nanoparticules, oui. Bon, si vous cadmium, nanoparticules, le cadmium, c'est toxique, voilà, parce que c'est chimique toxique. Mais c'est quelque chose qui est chimiquement pas toxique et qui n'est pas toxique à cause des nanos, juste maintenant. Mais je ne sais pas. Donc, je crois, si on applique le principe de précaution aux nanoparticules et aux poudres, nanopoudres, tout au long des chaînes de valeur, entre recherche jusqu'au consommateur, je crois que ça permet une application responsable pour ces nouveaux matériaux à l'homme et aussi en l'environnement. Donc, on peut appliquer si j'ai suivi ce principe de précaution. Donc, il ne faut pas dire non, non, non. Et je crois qu'on a les méthodes aujourd'hui qui sont correctes pour appliquer ça. Et aussi peut-être après quelques années de travail sur les sciences des matériaux, on peut se retirer une fois un peu et on va un peu sur le matériau elle-même, chimie des matériaux, science et chimie des matériaux, si je fais ça correctement. Ouais. Et j'ai pris ici l'Union européenne pour définir un peu la ligne directrice pour la recherche. Ouais. À l'époque, 19 avant et juste maintenant, ça c'est la technologie de fabrication avancée, les matériaux avancés, les nanotechnologies, micro- et nanoélectronique, biotechnologie industrielle et photonique. Vous voyez, ici, on a minimum 3-4 points qui sont ciblés directement vers les matériaux. Donc, les matériaux étaient très, très forts dans la valeur de recherche, le topic de recherche européenne et bien sûr aussi suisse. PPM, Nano 21, CCMX. Oui. Et dans le futur, on a encore le terme ici, on trouve ça encore, mais moins important comme ici. Et vous voyez, technologie de sciences de la vie, intelligence artificielle, sécurité numérique et connectivité. Ça, on remarque déjà dans l'avenir, oui, aujourd'hui on voit ça déjà, qu'est-ce qui va venir. Oui, donc on trouve presque plus les matériaux comme ici, comme un but de développement. Le matériau vient plus en plus un service. Donc ça vient dans le système ici matériel, dans le business, social system et technology system. Ouais, on a aussi maintenant, tout ce qu'on fait maintenant, c'est la méga tendance, croissance démographique, la pénurie alimentaire dans les pays en développement, vieillissement de population, économie avancée, urbanisation, durabilité. Ça, si vous ne pouvez pas travailler dans ce domaine-là, à l'avenir, c'est difficile. Autrement dit, inverse dit, il faut comprendre bien les problèmes ici et de retirer là-dessus les problèmes matériaux pour trouver vraiment les nouveaux matériaux qui sont plus ou moins adaptés à des problèmes, pour une solution ici dans ce domaine. Si vous ne pouvez pas servir à ce problème-là, les problèmes ici, ça devient difficile. Dans les domaines de l'ingénierie, pas science de base, ingénierie. De plus, le système est de plus en plus complexe, comme ici un diagramme de Armin Rella, mon collègue montre. À l'époque, c'était simple. Ici, on a beaucoup d'éléments dans un système. Oui. Et on a maintenant peut-être, vous voyez aussi maintenant dans le journal, on parle de
matériaux critiques. Ils ne sont pas critiques parce qu'ils sont toxiques, ils sont critiques parce que, par exemple, ils sont politiquement un problème, on ne peut pas trouver. On a ici les problèmes avec Chine, on a ici aussi l'économie circulaire, c'est important. Oui. Donc, on a maintenant, si je trouve ça, maintenant j'ai l'impression, oui, qu'on a plus en plus maintenant une séparation de la science des matériaux qui va développer les matériaux, les propriétés des matériaux, comprendre les matériaux. Et on a l'autre côté, le génie des matériaux, voilà, qui essaye d'utiliser ça. Et on a moins maintenant, à cause de financement aussi, moins ici, génie, science et génie des matériaux dans le même labo. Oui, ça c'est un peu un changement qui va venir et il faut bien traiter ça pour rester dans un bon niveau dans la recherche, mais aussi dans l'ingénierie. Ok, avec ça, je viens à la fin. Oui, et mes remerciements. En tout cas, première chose, professeur Badou, malheureusement, il ne peut pas être ici aujourd'hui. Il m'a écrit parce qu'il a une réunion. Mais c'est lui qui m'a engagé. Moi, je crois que j'ai été un des premiers chez lui. Oui, et il m'a fait beaucoup de support au début. Parce que je viens de l'industrie. Voilà. Je n'ai pas une grande liste de publications, oui, c'était mince, oui, oui, mais quand même assez, visiblement. Alors, donc, on a bien sûr tous les collaborateurs, en tout cas Paul Bohn, Jacques Lemaître, Raymond Ourier, Oust, Yves Oust, oui, ça c'est les 4 qui étaient là au début, oui, avec lesquels, ça c'est les trois, avec professeur Ring à l'époque, qui c'est les fondateurs du laboratoire de technologie de poudre. Oui. Et moi, je pop in. Hein, oui. Et aussi, je remercie beaucoup Yves Oust, parce que lui, il est venu avec moi plus ou moins de l'autre laboratoire, de laboratoire de matériaux de construction, et ça nous donne les grandes possibilités de travailler aussi dans le domaine des ciments. Un des matériaux plus complexes, à mon avis. Oui. Et c'est drôle. J'ai juste remarqué ça. Maintenant, à la fin, on ferme maintenant le laboratoire de technologie de poudre et Paul Bohn va y aller retour vers le laboratoire de matériaux de construction. Donc, merci à Yves parce qu'il donne, il peut, avec ça, Paul peut facilement survivre. Voilà. Finalement. Oui. Aussi les techniciens Carlos Morales et Raymond Oesch qui travaillent beaucoup. Et après, tous les secrétaires qui étaient là pour m'expliquer 1000 fois les règles qui tombent de l'administration. Oui. Parce que moi, j'ai fait une interprétation pragmatique simple. Oui. Mais il me donne quand même les mots, et lui il sait. Donc, j'ai fait beaucoup de régulations avec Andreas pour l'école doctorale ici. Et j'ai ma interprétation et son interprétation. Et voilà. Oui, mais c'est bon finalement. Et tous les doctorants et postdocs, bien sûr, et techniciens pour leurs idées, parce qu'on a beaucoup de discussions. Administration IMX et SMX, spécialement Omera Sunderland. Oui, avec elle, je travaille beaucoup, en tout cas SMX. Oui. Aussi administration de l'école doctorale, de matériaux, Anne Collet et Christelle Demière. Mais là, j'ai aussi beaucoup de discussions à quelle manière voilà, on peut vraiment survivre dans cet endroit, pour promotion, tout comme ça. Ils aident énormément aussi les doctorants, donc c'est toujours le premier c'était ici, et les vrais problèmes étaient arrivés après chez moi, donc je n'avais pas beaucoup de travail. Et après, on a l'équipe ATMX, l'atelier, où moi j'étais le président de cette groupe beaucoup d'années. Et je suis très heureux que cette ATMX toujours existe. Oui. Bien intégré maintenant dans les STI, mais il est là aussi pour IMX. Oui. Après, organisation de recherche, bien sûr, oui, qui finance ça. Les industries, on a beaucoup d'industries qui travaillent avec nous. Oui, et bien sûr, les étudiants, parce que c'est eux qui challengent nous, oui, avec leurs questions. Oui. Ou s'ils n'ont pas de questions, c'est aussi pire, oui.
Donc, quelque chose doit être pas correct. Oui. Oui, donc, c'est aussi ça. Et bien sûr, tout le monde qui connaît moi, qui connaît aussi, bien sûr, ma femme. Oui. Parce que ce n'est pas une relation normale, on peut dire. Hein. C'est une relation exceptionnelle. Parce qu'on fait l'étude ensemble. Et là, elle m'a fait ouvrir la porte au monde de la métallurgie des poudres. C'est à cause d'elle, je y allais à Max Planck, parce que je suis elle. Hein, qu'est-ce qu'il reste? Oui. Oui. Et c'était bien. Oui. Après, on était en Suisse, c'était à elle de suivre moi, à cause des lois. Hein, parce que les lois suisses, à l'époque, c'était la femme doit suivre le mari. On était à la douane, hein, parce qu'il faut payer hein, les taxes. Là. C'était trop cher pour Margrethe. Elle dit, moi je vais retour en Allemagne. Le type il dit, non, non, madame, il faut suivre le mari. Ça facilite énormément ma vie. Hein. Et après, donc, après on fait la recherche. Elle a initié la recherche sur le domaine de nanoparticules pour application médicale. C'est elle qui fait le contact avec Genève, avec Rüfenacht, Dr. Rüfenacht, avec qui nous sommes encore en contact pour faire ça. Et encore plus important, finalement, on fait ensemble 2 grands projets européens pour financer tout ça. Oui, parce que c'est nous deux qui avons fait les 2 projets. J'ai vite vérifié la somme. C'est autour de 25 millions d'euros. Hein, pour nous, oui. Pour la recherche, oui. Donc, on fait ça, c'est pour ça. Et vous savez aussi, elle a aidé beaucoup dans le domaine des matériaux, technologie de poudre, hein, en Suisse et en Europe, finalement. Voilà, avec ça, je remercie tous vous hein, pour votre attention. Hein, merci beaucoup hein, pour venir.